Salut les organisateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, non pas régime, mais pour parler du pouvoir de la pensée sur nos habitudes alimentaires. Vous le savez si vous me suivez que depuis, j'ai commencé en 2023 mais on va dire officiellement depuis 2024, je consacre principalement mes contenus au développement personnel et notamment la loi de l'attraction. Et dans la loi de l'attraction, il y a le pouvoir de la pensée. La pensée est créatrice et quand on arrive à maîtriser le pouvoir de la pensée, on arrive à créer absolument tout ce qu'on veut dans notre vie. Et jusqu'à maintenant, j'avais surtout expérimenté la loi de l'attraction par rapport à des choses que je voulais ou des situations que je voulais, mais j'avais jamais travaillé par rapport à mon corps ou par rapport à ma santé en général. Mais depuis, je pense aux alentours de 6 mois, j'ai des symptômes de plus en plus impactants au quotidien lié au phénomène de préménopause, puisque je suis âgée aujourd'hui de 47 ans, et que bien qu'ayant toujours mes règles régulièrement, je me retrouve avec des symptômes de préménopause. Au départ, je ne savais pas que c'était ça, je pensais que c'était lié à mon hypothyroïdie, et en fait, je suis traitée pour l'hypothyroïdie depuis maintenant 7 ans, et tout fonctionnait bien, puis du jour au lendemain, je me suis mise à avoir des symptômes supplémentaires, etc. Donc au départ, j'ai vraiment lié ça à l'hypothyroïdie, donc tous les 6 mois, je suis vue régulièrement par mon médecin, et le traitement est adapté, les analyses étaient bonnes, etc., etc. Donc il a bien fallu que je commence à me poser des questions de savoir d'où venaient ces symptômes. Et c'est vrai que par chance pour moi, on commence de plus en plus à en parler, mais auparavant c'était vraiment un sujet tabou, la préménopause, la ménopause. Je ne savais pas à quel point on pouvait être impacté physiquement et moralement par la préménopause. Et notamment physiquement pour moi, je pense que c'est ce qui m'impacte le plus. C'est que même en restant toujours avec la même façon de manger que j'ai toujours eu et qui ne me provoquait pas jusqu'à maintenant de prise de poids, et bien aujourd'hui, cette même alimentation, ces mêmes habitudes alimentaires provoquent chez moi une augmentation de mon poids, des désagréments physiques et moraux, des désagréments digestifs, enfin bon bref, forcé de constater que moi qui n'ai jamais été adepte des régimes, qui n'ai jamais été adepte du sport régulier, qui n'ai jamais été quelqu'un qui, on va dire, prenait soin de moi consciemment, il a fallu que je commence à travailler là-dessus parce que, au-delà du fait que ma silhouette ait changé, il y a aussi un important inconfort au niveau de la résistance à la fatigue, au niveau du confort à ne serait-ce que m'habiller. Il y a des gestes en fait du quotidien que je pouvais moins faire parce que la préménopause, pour moi en tous les cas, me provoquait des douleurs musculaires, me provoquait de la diminution de ma souplesse, réduit ma masse musculaire. Bref, il y a beaucoup de symptômes qui sont apparus avec la préménopause et donc un inconfort qui l'a accompagné. Et c'est cet inconfort que j'avais envie de traiter, auquel j'avais envie de remédier. Et donc pour cela, il a fallu que je passe par plusieurs phases que je vais vous partager ici dans cette vidéo et qui va potentiellement pouvoir vous permettre, à vous qui traversez peut-être cette phase-là, ou une phase similaire où vous vous sentez pas bien dans votre peau, eh bien ça va peut-être pouvoir vous aider justement à conscientiser ça, à mettre des mots, à comprendre comment vous fonctionnez et à trouver des solutions surtout. Donc la première phase par laquelle je suis passée, c'est la phase de constat. Il a fallu que je constate ce qui m'arrivait pour pouvoir le conscientiser et pour pouvoir m'ouvrir aux solutions, m'ouvrir aux possibilités qui pouvaient s'adapter à mon cas. Dans ce que j'ai pu constater par rapport aux changements que j'ai perçus, c'est que j'ai pris 8 kilos en 7 ans. Alors dit comme ça, on se dit bah ça fait pas beaucoup 8 kilos en 7 ans, sauf que les 8 kilos là, quand je les avais pas, je me sentais beaucoup mieux et je me sentais moins lourde, j'avais moins de problèmes digestifs, j'étais moins serrée dans mes vêtements, enfin bon bref. Il y a tout un tas de choses qui englobent ces 8 kilos de trop et qui m'apportent aujourd'hui un mal-être. Dans les constats que j'ai faits, il y a aussi le fait que je grignote davantage. J'ai toujours été une gourmande, mais on va dire une gourmande modérée. J'ai jamais eu des grosses pulsions où j'avais envie de manger. Non, je grignotais un petit peu, mais c'était un paquet de gâteaux apéro par-ci, un petit chocolat par-là. Enfin, c'était modéré. Et comme je mangeais pas des grosses quantités au repas, on va dire que ça équilibrait le tout. Et j'avais pas de problème de poids particulier. Je restais toujours dans la même moyenne de poids, donc je m'en étais jamais inquiétée du grignotage que je faisais, sauf que
Depuis un certain temps, j'ai remarqué que je grignotais davantage et que je sentais ça comme des pulsions, comme des fringales, comme si je ne pouvais pas m'empêcher de manger, alors que si j'écoutais mon estomac, si j'écoutais mon corps, il n'avait pas faim. Mon corps n'avait pas faim. Mais j'étais comme poussée par une pulsion pour manger. Il fallait que je mange. Il fallait qu'à ce moment-là, à l'instant T là, je mange. Alors si tu conscientises pas ça, si tu prends pas conscience de ça, bah tu manges, tu t'en rends pas compte. Et après, le problème, la conséquence de ça, en fait, c'est que j'étais ballonnée, que j'avais mal à l'estomac, après j'avais mal aux intestins, j'avais du mal à aller à la selle, j'ai commencé à être constipée. Bref, j'ai eu tout un tas de symptômes qui suivaient à chaque pulsion alimentaire que j'avais. Donc ça, j'ai commencé à constater ça. Et c'est pas évident de le constater au départ parce que vraiment, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte au départ. Faut vraiment avoir la volonté de s'en rendre compte. Faut mettre de côté le déni, se dire de toute façon, si je suis arrivée à ce résultat-là, si je constate ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est que j'ai modifié quelque chose dans ma façon de faire, ma façon d'être. Donc ça, c'est une des premières choses. Une autre chose que j'ai constatée, c'est que je bougeais beaucoup moins qu'avant. Avant, surtout, on va dire en congé parental, quand j'avais mes enfants, quand ils étaient petits, je les emmenais à l'école à pied. Je faisais finalement tous mes déplacements principalement à pied. Et ça change absolument tout. Quand on bouge tous les jours, tout le temps, régulièrement, eh bien on fait de l'exercice. Ça nous oblige à faire de l'exercice. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que je travaille de chez moi, donc je n'ai plus ce déplacement à faire. Mes enfants sont grands, donc ils se déplacent tout seuls. Et à côté de ça, je vais plus travailler à l'extérieur, donc c'est pareil, j'ai plus le trajet de chez moi au travail ou de ma voiture au travail. Il y a plus ces déplacements quotidiens, le fait d'aller à la photocopieuse. Quand j'avais besoin de photocopier, elle était toujours située dans une zone centrale où tout le monde pouvait y avoir accès, donc on se déplace. Et aujourd'hui, je travaille de chez moi, j'ai plus besoin d'imprimer et de toute façon, l'imprimante est à proximité. Je suis devant mon ordinateur et je peux y rester toute la journée sans avoir à bouger du tout. J'ai installé une application sur mon téléphone qui calcule le nombre de pas et c'est comme ça que j'ai pu constater que je faisais certaines journées et la majorité de mes journées, je faisais très peu de pas, je marchais très peu. Et je commençais à m'ankyloser, je commençais à avoir mal aux hanches, je commençais en fait tous les symptômes qu'on peut avoir quand on ne fait pas assez d'exercice, quand on ne bouge pas assez, eh bien j'avais ces symptômes-là. Donc je commençais à manquer de souplesse, je commençais à avoir mal un petit peu partout, aux articulations, aux muscles. Enfin bref, je sentais qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est que quand tu commences à avoir mal comme ça, la première question que tu te poses, c'est pas « Oh bah je bouge pas assez, il faudrait que je bouge ». Non, tu te dis « Mais est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je me suis mal positionnée puis j'ai attrapé mal au dos? Ou est-ce que j'ai une maladie, un kyste, quelque chose qui bloque ?» Enfin, on pense à des choses complètement éloignées des vraies raisons qui provoquent ces douleurs. Et c'est en cherchant, en regardant, en m'informant que j'ai pu constater que la préménopause accentuait le fait d'avoir moins de souplesse, provoquait des douleurs musculaires si on ne prend pas soin de bouger et de s'assouplir en fait, et que du coup ça accentuait finalement le mal-être. Et quand on a mal comme ça, comme j'ai pu avoir mal, ben le réflexe qu'on a, c'est pas de bouger davantage, parce qu'on a déjà mal. Donc on dit si je bouge davantage, ça va me faire encore plus mal. Donc on a tendance à s'allonger, on a tendance à s'asseoir, on a tendance à essayer d'en faire le moins possible, alors que au contraire, il faut bouger, il faut en faire le plus possible, il faut se mettre en mouvement, il faut faire de l'exercice. Et ça, je l'avais pas compris au départ, et c'est en travaillant sur tout ça, en conscientisant tout ça, que j'ai pu comprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnait mon corps, et ce qu'il fallait que j'apporte comme changement. Donc j'en parlais tout de suite, les constats que j'ai faits, c'est aussi d'avoir mal au ventre. Et donc on conscientise d'abord qu'on a mal au ventre, qu'on est ballonné. Après, en conscientisant ça, en se disant ok, je suis ballonnée. À quel moment je suis ballonnée? Donc c'était moi juste après les repas. J'étais toujours ballonnée juste après les repas. J'avais cette sensation de fatigue qui venait aussi. Enfin bref, les fins de repas étaient vraiment compliquées. Au niveau des constats, il y a eu aussi la constipation. J'ai toujours été sujette à la constipation, mais j'avais rectifié il y a déjà plusieurs années ma façon de manger, etc. Et donc j'avais plus de soucis de constipation. Parce qu'il faut que je vous avoue qu'à l'âge de 19 ans, à force d'être constipée, j'ai dû quand même être opérée d'une fissure à l'anus. Donc c'est vous dire que j'étais vraiment sujette à constipation quand j'étais jeune. Et après ça, j'avais fait bien attention à ce que je mangeais. J'ai beaucoup plus équilibré mes repas. Et puis mon chéri, ayant fait une formation cuisine et s'occupant principalement de la cuisine, eh bien c'est lui, en habitant avec lui, en le laissant cuisiner, eh bien c'est grâce à lui finalement que j'ai pu changer mon alimentation et que j'ai pu éviter
à nouveau d'être constipée et de subir un nouveau désagrément dû à la constipation. Et donc là, la constipation est revenue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et non, j'ai rien fait, mais c'est justement le problème, c'est que mon métabolisme a changé. C'est pas mes habitudes qui ont changé, c'est mon métabolisme. Et aujourd'hui, comme le monde est changement, la vie est changement, aujourd'hui, je me dois de me réadapter à ce changement intérieur, à ce changement de besoin de mon corps par rapport à la préménopause. Par rapport à mes grignotages, comme je me suis mise à avoir plus de fringales, comme je me suis mise à manger davantage, à grignoter davantage, donc ça a été en quantité plus grande. Donc du carré de chocolat, c'est passé à la tablette de chocolat, de la cuillère de Nutella, c'est passé à une grosse cuillère à soupe de Nutella. Vraiment, j'ai vraiment constaté que ma consommation de sucre avait nettement augmenté par rapport à avant et que ça impactait mon humeur. J'ai constaté qu'après avoir consommé une grosse quantité de sucre, je me sentais vraiment le moral dans les chaussettes, je me sentais pas bien. Moralement, je me sentais pas bien. Je me sentais nulle, je me sentais morose, je me sentais vraiment pas bien. Et ça fait pas partie de mon tempérament. J'ai pas du tout un tempérament comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très enthousiaste, très festif, très motivé, très volontaire. Bref, et là, je perdais tous mes moyens et j'étais des journées entières à aller me reposer, à me poser, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Donc j'ai mis ça sur le compte que je travaillais sur moi, sur mes pensées, sur mon intérieur et que ça me provoquait des aléas d'humeur. Donc ça, je veux bien le comprendre certaines fois, mais là, ça durait vraiment dans le temps et je trouvais ça compliqué et dur. Et c'est quand j'ai compris que ça pouvait venir d'autre chose, qu'il fallait que je trouve d'où ça vienne. J'ai testé. Quand tu prends la décision que tu vas savoir d'où viennent tes symptômes, pourquoi ça provoque ces symptômes-là, qu'est-ce qui provoque ces symptômes-là, eh bien, tout naturellement, tu tombes sur des infos à droite, à gauche, soit une conversation avec quelqu'un, soit des infos sur Internet, soit peu importe, tu reçois à toi ce à quoi tu es ouvert. Tu reçois à toi ce que tu es prêt à entendre. Et là, je devais être prête à entendre le fait que le sucre pouvait provoquer ces symptômes-là. J'avais souvent entendu parler que le sucre était mauvais pour la santé, qu'il fallait éviter de consommer du sucre, etc. Mais comme jusqu'à maintenant, je me sentais pas du tout concernée parce que j'avais aucun problème, ni moraux, ni physique. Donc j'avais juste entendu cette information-là, mais j'estimais que je consommais modérément du sucre. Et donc là, l'information est passée comme quoi, à la préménopause, fallait absolument éviter de manger du sucre parce que ça accentuait, ça décuplait les effets indésirables qu'on pouvait avoir. Et effectivement, j'ai pu constater des changements par rapport à la diminution, voire l'arrêt complet du sucre. Un autre constat que j'ai fait, c'est que je mangeais beaucoup plus à chaque repas. J'avais vraiment augmenté, on va dire, d'un tiers la quantité de nourriture que je mangeais dans mon assiette. Et inconsciemment, je ne pouvais pas ne pas finir mon assiette. Donc déjà, je mettais une plus grosse quantité, mais même si j'avais mal au ventre, que j'étais arrivée à satiété, que j'avais plus envie de manger, ben je finissais mon assiette parce que dans ma croyance, je ne pouvais pas laisser une assiette avec de la nourriture dedans. Et donc à chaque fois, je me disais, bon, faut que je prenne la quantité que je vais pouvoir consommer. Et à chaque fois, je me servais trop. Et à chaque fois, je me forçais à manger, ce qui provoquait les maux d'estomac, ce qui provoquait tous les désagréments que j'ai pu citer précédemment. Alors qu'avant, pareil, c'est une habitude qui est venue en fait sans que je m'en rende compte. Parce qu'au moment du repas, c'est comme si j'avais très très faim. Et qu'en fait, l'idée que tu te fais de la faim que tu as et la vraie faim que tu as, il y a une différence. Et j'arrivais pas à la voir cette différence. Et donc, comme dans mon idée, dans ma pensée, j'avais très très faim. Donc je mettais des grosses quantités et après j'avais bien du mal à les finir. Et je me faisais donc mal au ventre en m'obligeant à finir ces assiettes. Et enfin, un des derniers constats que j'ai fait, c'est que je ne buvais pas assez. Et ça, je le sais depuis longtemps. Mais jusqu'à maintenant, ça ne provoquait pas de désagréments insurmontables, on va dire. Aujourd'hui, je constate que ne pas assez boire me provoque des problèmes supplémentaires. Le fait d'être en préménopause, on transpire beaucoup plus. Moi, je suis quelqu'un qui ne transpirait jamais. Et là, la préménopause me fait beaucoup transpirer. C'est par période, c'est par épisode. Mais il n'empêche que plus tu transpires et plus tu perds de l'eau. Donc, tu as besoin d'eau puisque le corps est fait à 80% d'eau. Donc la consommation d'eau est extrêmement importante. Et j'ai constaté que je ne buvais pas assez par rapport à mes besoins. Et en prenant conscience, en fait, en faisant le constat de tout ça, j'ai commencé à me dire qu'il fallait sans doute que je change quelque chose, sûrement même qu'il fallait que je change quelque chose. Et je me suis confrontée à des croyances que j'avais qui m'empêchaient
de changer quoi que ce soit pour pouvoir me permettre de me sentir mieux. Et parmi ces croyances, il y avait le fait que comme j'ai jamais fait de régime et que je n'ai jamais eu besoin de faire de régime, que je n'ai jamais eu de phase où je grossissais à part pendant mes grossesses, donc c'était justifié. Donc pour moi, dans ma tête, je ne voulais absolument pas faire de régime. Pour moi, faire un régime, c'est se faire du mal en fait. C'est se priver, c'est s'empêcher d'eux, c'est finalement s'enlever une certaine liberté. Et ça allait en contradiction avec mes valeurs. Donc le fait que je pensais directement à ne pas vouloir faire de régime, ça voulait aussi dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle de faire un régime. Or, il y a d'autres solutions que celle de faire un régime, c'est le rééquilibrage alimentaire. Une autre croyance que j'avais, c'est que je suis trop gourmande et que je suis incapable d'arrêter de grignoter. Que j'étais incapable de me passer de chips, de me passer de chocolat, de me passer de bonbons. Surtout qu'une autre croyance que j'avais, c'était que comme mes enfants consomment des bonbons, consomment du chocolat, consomment tout plein de choses, tout plein de cochonneries que moi je consommais à leur âge, et bien ma croyance c'était que c'était beaucoup trop difficile de leur acheter à eux ce dont ils avaient besoin, ce dont ils avaient envie, et de moi en voyant ça ne pas pouvoir être trop tentée en fait de consommer exactement la même chose qu'eux. Pour moi, ma croyance c'est que c'était impossible de côtoyer des personnes qui consomment tout ce que j'adore en tant que gourmande que je suis et par rapport aux gourmandises que j'adore, que j'affectionne. Pour moi, c'était impossible qu'en côtoyant des personnes qui consommaient ça, je puisse, moi, arrêter de consommer toutes ces gourmandises. Une autre croyance que j'avais et qui concerne les repas de famille et que j'ai tout récemment modifié au niveau de ma pensée, c'est que quand on va à un repas, quand on est invité chez quelqu'un, il y a une entrée, un plat, un dessert. Et chez certaines personnes, c'est extrêmement copieux. Et donc, je ne pouvais pas ne pas manger ce qu'ils me proposaient. Donc, je mangeais de tout. Et pareil, encore une fois, je consommais beaucoup trop, je mangeais beaucoup trop et j'avais mal au ventre après. Et malgré le fait que si c'était un repas le midi, que le soir je ne mange pas, ça me faisait passer une mauvaise nuit parce que j'avais juste trop mangé le midi. Tout ça parce que je me disais que les personnes auraient été déçues si je mangeais moins, que si je ne goûtais pas à tout, elles auraient pu être vexées, etc. Mais en fait, le principal, le plus important, c'est qu'on puisse se sentir bien et que c'est pas parce que on mange en grosse quantité tout ce qu'on nous propose que ça va faire plaisir. En fait, il faut manger à notre faim parce que se retrouver comme ça a pu m'arriver dans le canapé en plein milieu d'après-midi parce que j'ai trop mal au ventre, parce que j'ai trop mangé, finalement je pense que la personne aurait préféré me garder à table en bonne santé plutôt que de me voir allongée dans le canapé à comater parce que je me sentais très mal d'avoir trop mangé chez elle. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver, il y a des croyances à surmonter et qui peuvent absolument tout changer dans notre comportement. Il y a aussi la fameuse phrase « j'ai toujours été comme ça, je peux pas changer, j'ai hérité de la morphologie de ma mère, mon père, etc. etc. » Tout ça, c'est des croyances. Tout ça, c'est des croyances. On peut absolument tout changer. Nous sommes chacun des êtres humains à part entière et nous sommes tous uniques. Donc même si on a un air de ressemblance avec papa, maman, Pierre, Paul, Jacques, on a notre propre morphologie, on a nos propres besoins et on a nos propres solutions pour pallier à n'importe quelle problématique qu'on peut traverser. Et donc se dire qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on a hérité de tel gène, etc., c'est nous priver de la possibilité de changer les choses. Donc une des premières choses que j'ai faites, c'est de changer mes croyances. Donc quand je me sentais braquée par rapport au fait de faire un régime, j'ai plutôt tourné ça autour du rééquilibrage alimentaire, qui pour moi est complètement différent. Faire un régime pour moi c'est se priver, un rééquilibrage alimentaire c'est mesurer ses proportions, c'est manger à sa faim, c'est écouter vraiment son estomac, c'est écouter vraiment ses besoins. Et j'ai pu constater en faisant ça que finalement j'avais pas toujours faim et que finalement je n'avais plus jamais cette sensation de faim. J'avais plus jamais le ventre qui gargouillait quand on a faim, etc. Et depuis que j'ai changé tout ça, le besoin de manger est revenu. Je sens quand j'ai assez mangé, alors que ça avait disparu, et je sens aussi, et mon ventre aussi, mon corps aussi me dit quand il est temps que je mange. Et donc ça fait très plaisir parce que ça montre aussi que ça se rééquilibre petit à petit et que finalement c'est ton corps qui te guide, qui te donne des indices pour te dire là faut que tu manges, là faut éviter de manger, etc. etc. Une autre croyance que je me suis autorisée à avoir, c'est que ma santé mentale et physique est beaucoup plus importante qu'une gourmandise éphémère. Alors à chaque fois que j'ai envie de grignoter, c'est un travail de tous les jours, mais à chaque fois que j'ai envie de grignoter,
L'autre fois, j'avais envie de prendre un carré de chocolat. Tu vas me dire qu'un carré de chocolat, ça va rien faire. Sauf que au moment où j'ai commencé à manger des tablettes de chocolat, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh, bah, je vais prendre un carré de chocolat, ça va rien me faire. C'est qu'un petit rien. Sauf que le carré de chocolat engendre l'envie d'en manger davantage. Et donc voilà, j'arrivais à une tablette entière. Donc à chaque fois que j'ai l'envie, j'ai la pulsion de prendre un carré de chocolat, il y a automatiquement la pensée qui arrive et qui me dit, tu sais la conséquence que ça va avoir. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas te sentir mal. Tu vas aussi culpabiliser de savoir qu'en mangeant le chocolat, tu te serais fait du mal, mais de l'avoir fait quand même. Enfin, toutes ces pensées-là me remontent en surface et ça me coupe carrément l'envie du chocolat. Donc à partir du moment où tu priorises ta santé mentale et physique, tes habitudes changent. Parce que tu vas adapter tes habitudes en fonction de ce qui te fait du bien. Pareil au niveau du sucre, j'ai instauré la croyance suivante en lisant des informations sur internet que le sucre créait une dépendance et pouvait être amené à la préménopause ou à la ménopause, pouvait amener à une sensation de déprime, à donner un sentiment de déprime, à se sentir moins bien, vraiment déprimé. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est que plus je mangeais du sucré et plus je me sentais mal, plus j'avais pas le moral, plus je me sentais déprimée. Alors qu'à la base, on est d'accord que quand tu manges du chocolat, c'est pour te consoler, c'est pour te faire du bien. Et bien là, ça fait exactement l'effet inverse. Donc la croyance que j'ai instaurée, c'est que finalement, qu'est-ce que provoque le sucre? Il me provoque de la déprime. Et comme j'ai décidé que ma santé physique et mentale était prioritaire à tout le reste, et bien ça m'a fait arrêter le sucre. Une autre croyance que j'ai instaurée, c'est que mieux vaut commencer en petite quantité et se resservir après en cas de besoin, en cas de nécessité. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pas parce que tu vas prendre une grosse proportion que tu vas manger à ta faim. Il vaut mieux prendre une petite quantité au départ et voir à la fin, écouter ton corps à la fin de ce repas-là pour voir si tu as encore un besoin ou pas à combler. Et une autre croyance qu'on peut entendre aussi dans les informations qu'on peut nous donner sur internet ou autre, c'est que manger léger le soir favorise le sommeil, favorise un meilleur sommeil. Et effectivement, en expérimentant, ça permet de confirmer la croyance, ça permet d'affirmer la croyance et de continuer à mettre en place ces bonnes habitudes. Alors le changement d'habitude, c'est pas du tout évident, surtout quand on avait une habitude en place qui nous donnait de la satisfaction, qui nous donnait du bonheur éphémère, qui nous donnait une sensation de bien-être, qui nous permettait de nous changer les idées, qui nous permettait de nous sentir bien, ne serait-ce que pour 30 secondes. Mais cette force mentale, cette pensée de satisfaction en mangeant un carré de chocolat ou en mangeant un bonbon, en consommant des gâteaux apéro, etc., pour ma part en tous les cas, c'est que la satisfaction éphémère était bien plus importante au départ que le fait que ça allait me faire du mal. Surtout qu'au départ, je ne savais pas que c'était ça qui provoquait mes symptômes. Et donc, pour mettre en place une habitude qui va pouvoir contrecarrer cette mauvaise habitude, c'est de trouver une habitude qui nous apporte plus de plaisir que notre habitude actuelle. Il faut déjà trouver une habitude saine, une nouvelle habitude saine, mais que cette habitude saine te donne plus envie, procure plus de plaisir que ton ancienne habitude. Parce que si tu restes avec le souvenir de l'ancienne habitude qui était vraiment agréable, qui te faisait te sentir bien, enfin tu t'imagines, même si c'était que pour 30 secondes, mais sur le moment, sur le coup, ça te faisait te sentir bien, t'as pas envie de changer d'habitude. Parce que tu te dis, ouais, mais la nouvelle habitude là, j'ai pas ce plaisir éphémère, j'ai pas ce plaisir tout de suite là. Le plaisir qui vient d'un coup quand tu manges un carré de chocolat et qui fond dans la bouche et que tu dis c'est trop bon. Et ça dure 30 secondes, t'as hyper mal au ventre pendant 3 heures après, mais ça, tu fais abstraction parce que ces 30 secondes-là étaient magiques. Donc ta nouvelle habitude, il faut vraiment qu'elle ait une valeur émotionnelle importante, qu'elle puisse te donner une sensation tellement satisfaisante qu'elle supprime drastiquement ton ancienne habitude. Donc moi, dans les nouvelles habitudes qui me font plus de bien que les anciennes habitudes, c'est mon nouveau petit déjeuner. J'ai changé de petit déjeuner. Je suis passée d'un petit déjeuner sucré à un petit déjeuner salé. Il faut savoir que j'adorais mon petit déjeuner, chocolat chaud, pain grillé, beurre. J'adorais ce petit déjeuner-là. Et un jour, il y a quelques années maintenant, j'ai voulu tester parce qu'à l'époque, il disait que ça aidait à ne plus grignoter. J'ai décidé de me mettre au petit déjeuner salé et j'avais testé un œuf à la coque avec du pain grillé, avec beurre, un verre de jus de fruits,
une tranche de jambon et un yaourt. Donc c'était un petit déjeuner complet que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et puis je pense que c'était une question d'organisation parce que le petit déjeuner salé que je me prépare me prend vraiment un bon quart d'heure de préparation, alors que mon ancien petit déjeuner me prenait environ 1 minute de préparation. Donc je pense que quand j'étais pressée le matin, au bout d'un moment je me suis dit ouais, moi j'ai plus envie de me lever une demi-heure plus tôt pour préparer mon petit déj. Donc je reprends mon ancienne habitude avec mon ancien petit déj. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence et qui m'a fait revenir à mon ancienne habitude. De toute façon, à chaque fois que tu as quelque chose qui est trop contraignant dans une nouvelle habitude, tu vas automatiquement choisir la facilité et revenir à une ancienne habitude. Donc fais en sorte, choisis, détermine cette nouvelle habitude, mais en fonction de tes impératifs, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton bien-être, en fonction de plein de choses pour que ça puisse remplacer définitivement ton ancienne habitude. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de soucis d'horaire, d'impératifs horaires, etc. puisque je travaille de chez moi et que je travaille à mon compte. Donc les horaires, c'est moi qui les fixe. Donc je peux préparer mon petit déjeuner, mettre un quart d'heure ou 30 minutes à préparer mon petit déjeuner si je le souhaite. Donc il n'y a plus aucun problème à faire ce petit déjeuner-là. Et c'est un petit déjeuner que j'ai toujours apprécié, j'aimais beaucoup. Et je crois que le moment que je préfère, c'est la première bouchée avec l'œuf et le pain grillé. Et la deuxième chose que je préfère dans ce petit déj, c'est la tranche de jambon juste après avoir mangé l'œuf. Ça a un goût de salé, c'est délicieux, rien que d'y penser, ça me met la salive à la bouche, c'est très bon. J'aime beaucoup ce petit déjeuner là et comme j'ai le temps de le faire maintenant, j'ai plus de contraintes, donc c'est très facile de maintenir ce petit déjeuner là. Ça doit faire au moins 2 mois maintenant que je l'ai repris et que je suis très satisfaite de ce nouveau petit déjeuner là qui me permet tout un tas de choses que je vais énumérer juste après. Une deuxième habitude qui me procure beaucoup plus de bien que mon ancienne habitude, c'est de marcher au lieu de scroller ou de grignoter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais, surtout au début, parce que tout ça, je vous raconte tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, mais c'est un cheminement, hein. Ça se fait pas en un jour ou deux, hein. Ça se fait pas en une semaine non plus. Ça fait plusieurs mois que j'expérimente, que je passe des paliers. Donc dis-toi bien que tu vas pas arriver au résultat auquel je suis aujourd'hui en une fois. C'est pas possible. Mais progressivement, mois par mois, tu avances, semaine par semaine, tu avances, tu progresses et tu mets vraiment des habitudes définitives en place qui vont te permettre de maintenir une santé bien meilleure, ce que j'ai aujourd'hui et que j'améliore encore. J'ai pris l'habitude d'aller marcher plutôt que de grignoter, etc. Parce que toujours pareil, à chaque fois que je grignotais, je me sentais mal après, mais pas seulement mentalement. C'est-à-dire, j'étais pas en train de culpabiliser, de me dire « Oh, j'ai mangé des gâteaux apéro, etc. » Non, physiquement, je me sentais vraiment mal, je me sentais ballonnée, je me sentais lourde, je me sentais vraiment pas bien. Physiquement, je me sentais vraiment pas bien. Donc là, ce que je me suis dit, et ce que j'ai réussi à changer au niveau de ma pensée, c'est que comme quand je marche, je me sens beaucoup mieux après parce que j'ai la chance d'être à côté d'un étang, que j'ai beaucoup de verdure autour de moi, donc j'ai un grand circuit que je peux faire facilement en 2 heures en marchant tranquillement et qui me procure beaucoup de bien-être et qui me permet de revitaliser, qui me permet de me sentir mieux, etc. Alors que mon ancienne habitude qui était de grignoter ou de scroller sur les réseaux sociaux, elle était en train de m'enterrer en fait. Je me sentais encore plus mal après, j'étais déprimée, j'avais le moral dans les chaussettes, j'avais encore envie de faire moins de choses, enfin j'étais vraiment pas bien. Et donc à chaque fois que j'ai ce sentiment d'avoir envie de grignoter, je dis ouais mais en fait je vais me sentir mal, alors que si je vais marcher, je vais me sentir mieux. Donc je préfère aller marcher plutôt que de grignoter parce que cette nouvelle habitude, elle m'apporte plus de bien-être que cette mauvaise habitude. Elle me donne plus envie, elle me fait plus plaisir que mon ancienne habitude. Une autre habitude que j'ai mis en place et qui me procure beaucoup plus de plaisir, c'est de boire mes 2 litres d'eau par jour. Alors j'arrive pas toujours à 2 litres d'eau, mais j'essaye de boire un maximum et ça se ressent tellement dans mon énergie, au niveau de ma peau aussi, au niveau de tellement de choses. Vraiment l'hydratation, surtout moi maintenant qui suis en période de préménopause, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui buvait pas beaucoup et qui n'en ressentait pas le besoin et franchement physiquement ça se ressentait pas. Mais aujourd'hui avec cette préménopause qui me fait énormément transpirer, qui me donne vraiment des moments de mal-être extrêmes, et bien le fait de boire beaucoup, ça m'enlève tout cet aspect de fatigue, etc. Ça m'enlève une grosse partie de ma fatigue. Je dis pas que je suis jamais fatiguée, j'ai des moments où je suis fatiguée et je vais me reposer, mais ils sont tellement plus rares qu'avant et je peux faire tellement plus de choses, j'ai plus de volonté puisque j'ai plus le moral, enfin tout va ensemble en fait. L'hydratation est vraiment devenue, en ce moment, à ce moment de ma vie là, l'hydratation est vraiment devenue très importante, primordiale pour que je me sente bien. Donc forcément le plaisir est bien plus important quand je bois beaucoup
que quand je bois pas assez et que ça me provoque mes anciens symptômes en fait. Alors une habitude que je n'aurais jamais pensé apprécier tellement je la détestais avant, c'est la mise en place du Pilate. Je fais du Pilate 2 fois par semaine. Le Pilate, il a pour objectif de retrouver des muscles, de retrouver du tonus en fait. Et accessoirement, il peut aider à remodeler le corps et à perdre du poids. Et moi, jusqu'à maintenant, je faisais du yoga qui était beaucoup plus dans la détente, dans la relaxation, etc. Et là, je sentais que au niveau de mes douleurs, etc., le yoga n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui manquait. Donc la marche a beaucoup contribué au fait que je me sente mieux, que j'ai beaucoup moins de douleur au niveau de mon corps, mais le Pilate est extrêmement efficace aussi par rapport à ça. Donc forcément, comme ça m'apporte énormément de bien-être, eh bien j'ai commencé à adorer le Pilate, puisqu'il y a quelques années j'avais expérimenté le Pilate, et merci de l'avoir expérimenté Nelly. Pendant 1 an, je suis allée dans un club pour pratiquer du Pilate. J'avais détesté cette année parce que je ne voyais pas le plaisir dans l'activité, parce je la trouvais très difficile à faire, très pénible, et je n'en voyais pas les bienfaits parce que j'avais pas envie de les voir et parce que je n'en ressentais pas le besoin. Aujourd'hui, mon besoin est tellement énorme par rapport à mon besoin de tonicité, mon besoin de retrouver des muscles, de retrouver une posture, etc., que le Pilate me fait tellement de bien par rapport à ça, me procure tellement de plaisir après au niveau de mon corps, je me sens tellement mieux, j'ai plus de douleur, que en fait c'est devenu une habitude plaisir, c'est devenu une habitude facile à faire, et j'ai pas voulu me contraindre à le faire tous les jours comme je le faisais pour le yoga. C'était pas une contrainte le yoga parce que c'est très agréable de faire du yoga tous les jours, mais le Pilate, je me disais, vu comment j'avais détesté le Pilate à l'époque, je dis je pense que faut pas que je fasse plus de 2 séances par semaine, et effectivement 2 séances par semaine pour l'instant me suffit. J'avais envie d'en faire 3, mais on verra avec le temps si j'arrive à en faire 3, si j'ai envie d'en faire 3, si j'ai besoin d'en faire 3. En tous les cas, déjà 2 séances par semaine, ça me fait beaucoup de bien et c'est vraiment une nouvelle habitude que j'apprécie, alors que pourtant, c'était vraiment pas un sport que j'aimais auparavant. Je détestais même ce sport. Et une nouvelle habitude que je vais expérimenter tout bientôt, c'est le changement dans mon alimentation. J'ai besoin de manger davantage de fibres, donc je me suis renseignée sur tous les aliments qui pouvaient apporter des fibres. Et donc parmi eux, il y a par exemple le pain complet. Donc j'aurais juste par exemple à changer le pain blanc que j'utilise le matin pour mon petit déjeuner par du pain complet. Et on va commencer comme ça, on va démarrer comme ça, petit à petit. J'ai vu aussi qu'il y avait des graines de chia qui pouvaient être consommées, donc je goûterai, j'ai jamais goûté les graines de chia. Il y a les amandes, j'aime bien les amandes, je peux consommer des amandes. Voilà, il y a des petites choses comme ça que je vais changer. Et je pense que ça va être assez facile à mettre en place parce que ça change pas vraiment mes habitudes alimentaires. Je change pas tous mes repas, tous mes menus, etc. Surtout qu'on est toujours 5 à la maison, que je veux pas imposer mon régime aux autres et j'ai pas envie de me faire une assiette spéciale pour moi. Donc je vais rajouter des petites choses en fait qui vont moi me permettre de me sentir mieux sans contrainte pour personne d'autre. Donc tout ce cheminement là, qu'est-ce que ça a provoqué comme plus gros résultat? Eh bien, le plus gros résultat que j'ai constaté en changeant mes pensées, en changeant mes croyances, en changeant mes habitudes, c'est que je n'aime plus le chocolat. J'aime toujours le chocolat en tant que tel, mais je n'aime plus consommer du chocolat. J'ai voulu manger du chocolat mais il y a un moment, il y a, je sais pas, 15 jours, je me suis dit, il y avait un petit carré qui dépassait, je dis tiens, je vais manger un petit carré de chocolat. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le chocolat. Moi qui adorais le chocolat, j'ai mangé des tablettes entières. J'ai pas aimé le chocolat. L'autre fois pareil, je suis au supermarché, j'ai faim. Ne jamais aller au supermarché quand on a faim. Donc là forcément, à quoi on pense? On a envie de tout manger, donc on a envie de tout acheter. Et donc là, je vois des chips et je dis bah tiens, moi qui adorais les chips, je vais me racheter des chips pour une fois, etc. Pareil, ça doit dater d'1 mois. Je vous dis, le cheminement, il est progressif. Hein. On passe des paliers par palier. Donc au départ, on fait des petites erreurs, entre guillemets. On a encore envie de consommer nos anciennes habitudes, etc. Puis au fur et à mesure, ça change parce qu'on change nos pensées, on change nos croyances. Donc notre comportement change. Et là, j'achète donc les chips pour les consommer. C'était des mini paquets par 6 là. J'ai pas réussi à finir les paquets parce que les chips avaient changé de goût. Et pourtant, j'ai pris la même marque, j'ai pris les mêmes chips, etc. Mais tout ça s'est passé là-dedans. Tout comme le chocolat. Les chips, elles avaient plus le même souvenir que j'en avais. Elles étaient pas bonnes. Je les trouvais pas bonnes. Et du coup, c'était pas du tout un plaisir de les consommer. Donc je les ai pas consommés, mes enfants ont fini les paquets de chips et du coup j'ai plus envie d'en acheter, j'ai plus envie d'en consommer. Ça a complètement changé mon regard et mon goût. Ça c'est allé jusqu'à changer mon goût. Je trouve ça incroyable. Le pouvoir de la pensée est incroyable. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Tu décides que tu n'aimes plus le chocolat, tu peux le créer. Tu décides que tu n'aimes plus les chips,
tu peux le créer. Pareil, je mettais beaucoup de sel dans mes repas, dans mes assaisonnements, je mettais beaucoup de sel. Aujourd'hui, je mets un petit peu de sel et des fois, je trouve même que c'est trop. À la limite, je serais même capable, sur certains plats, de consommer sans sel. Et voilà, plus on prend l'habitude, plus on s'instaure des croyances nouvelles et plus on change nos habitudes, plus on change nos pensées et plus on change nos comportements. Tout est lié en fait. Donc quand on dit que la pensée est créatrice, c'est véridique. Et là, je l'expérimente encore plus avec ce nouveau challenge que je relève, qui est de me réadapter à ce corps qui me demande de changer mes habitudes. Et une autre habitude que j'ai mise en place, que j'ai oublié d'énumérer, c'est que je consomme beaucoup plus d'eau et c'est pas le fait que j'avais pas envie de boire de l'eau ou que l'eau me dégoûtait ou etc. C'était surtout le fait que je prenais pas le temps en fait d'aller chercher un verre d'eau. Par exemple, quand je suis sur mon ordinateur et je travaille toute une matinée, ça m'arrive très souvent de ne pas me lever du tout et d'être vraiment toute la matinée sur mon ordinateur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me prépare une cruche d'eau avant de commencer à travailler et que j'ai mon verre à disposition avec la cruche d'eau et que comme ça, sans avoir besoin de me lever, je peux me verser de l'eau et boire de l'eau régulièrement et consommer ainsi mes 2 litres d'eau par jour. Je suis vraiment quelqu'un qui ne ressent pas la soif. Je n'ai jamais ressenti la soif, je ne ressens pas la soif, sauf vraiment à de très rares occasions, quand j'ai fait beaucoup de sport ou quand... Voilà, il y a vraiment des moments très rares où je peux ressentir la soif, mais autrement je suis quelqu'un qui ne ressent jamais la soif. J'ai jamais soif. Donc le fait d'avoir instauré l'habitude de me mettre une cruche d'eau pleine juste à portée de main quand je suis devant mon ordinateur, me fait penser qu'il faut que je consomme de l'eau et je me suis rendu compte que du coup mon énergie n'était pas du tout la même et que je retrouvais vraiment beaucoup plus d'énergie quand je buvais davantage d'eau. Donc voilà, j'avais oublié de te préciser ça par rapport à mes nouvelles habitudes et les résultats qui en découlent. Et donc c'est pour ça que je te le partage maintenant. Voilà, c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de faire parce que je suis pas encore rendue au bout des choses. J'ai commencé à perdre du poids, c'est tout récent. J'ai perdu 600 grammes, mais je suis pas encore au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau où je change vraiment certaines choses à mon alimentation. Là, je consommais toujours la même chose, c'est juste que j'ai consommé plus d'eau, que j'ai fait plus de sport, plus d'activité. Et voilà, là j'ai perdu véritablement 600 grammes. Jusqu'à maintenant, je ne faisais que augmenter mon poids et plus les mois passaient, plus ça augmentait. C'est ça qui m'a fait prendre la décision de travailler là-dessus. Aujourd'hui, je suis en cheminement pour améliorer mon état physique et mental. J'ai déjà beaucoup progressé, j'ai déjà beaucoup amélioré ces 2 points-là. Je suis toujours en permanente progression et dis-toi bien une chose, c'est que c'est pas quelque chose qui est à faire sur le court terme, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Les nouvelles habitudes sont faites pour durer. Et j'avais tendance à toujours me lancer des défis, mais à jamais les faire perdurer dans le temps. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire perdurer dans le temps ces nouvelles habitudes pour me permettre, pour me donner la chance de vivre cette vie du mieux possible, avec la meilleure santé possible. J'ai la chance de n'avoir aucun problème, à part l'hypothyroïdie, mais aucun problème de santé. Je peux marcher comme je veux, je peux faire du sport comme je veux. Je n'ai aucune contre-indication, je n'ai pas d'hernie discale, je n'ai pas de handicap physique. Donc, je me dois, je trouve, d'expérimenter et de faire tout mon possible pour me créer la meilleure santé possible, pour remercier en fait, remercier la vie de me permettre d'avoir la santé que j'ai. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette santé-là à l'âge que j'ai. Il y a des personnes qui ont mon âge ou qui sont même plus jeunes que moi qui n'ont pas la santé que j'ai. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et je trouve que par respect pour moi, pour ces personnes-là, je me dois de me respecter et de prendre soin de moi autant que je peux. J'espère vraiment que cette vidéo va te permettre de prendre conscience de plein de choses. Je te réserve un petit exercice en plus de l'article dédié à cette vidéo sur mon site internet www.leaderorganizer.com pour que toi aussi tu puisses faire le point sur tes habitudes actuelles, sur tes croyances par rapport à ces habitudes, sur les nouvelles habitudes que tu vas pouvoir mettre en place et les résultats que tu vas pouvoir obtenir. J'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.